Deuxième dimanche de l'Avent, deuxième étape dans la nuit hivernale à la lumière de ces bougies qui ornent la couronne traditionnelle. Au bout du chemin, le christianisme nous promet la rencontre avec Dieu dans les traits lumineux d'un enfant. On a beau le répéter depuis 2000 ans, c'est tout de même très étrange. Et comme si cela ne suffisait pas, le voici dans une crèche, pratiquement à la rue, sans adresse, sans richesse. Un SDF en somme, dirions-nous aujourd'hui. SDF, techniquement sans domicile fixe, sans dignité ni fierté, pensons-nous parfois tellement nous peinons à voir le visage de notre semblable derrière le masque du marginal, du quêteur, du squatteur de banc public, de l'ivrogne parfois. Ce masque, c'est aussi tout ce que l'on projette sur les raisons qui les ont menés à la rue. Une protection contre la dérangeante idée, moi aussi ça aurait pu m'arriver. Un masque prétexte pour ne pas s'arrêter et découvrir ce que nous avons en commun. Alors, allumons notre deuxième bougie pour comprendre quel visage nous pouvons distinguer dans l'ombre des années de galère. Et ce visage, ce beau visage, c'est celui d'Elina Dumont. Bonjour à tous, bienvenue à vous Elina. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous avez écrit ce livre, vraiment que j'ai apprécié, que je conseille aux téléspectateurs. Longtemps, j'ai habité dehors, aux éditions Flammarion, avec un sous-titre évocateur qui dit beaucoup de choses de votre vie. De la DAS à la rue, de la rue à la vie. Vous êtes comédienne aujourd'hui, vous travaillez également pour l'émission Des Grandes Gueules sur RMC, nos téléspectateurs vous entendent peut-être de temps en temps. Vous êtes également engagée dans une association Oui. Entourage qui aide les personnes de la rue à sortir de leur isolement, on va en parler ce matin. Mais peut-être d'abord un retour sur votre histoire, puisque vous êtes une enfant de la DAS, vous avez été abusée, violée, vous avez connu la rue pendant 15 ans, la violence, la drogue, l'alcool. Vous auriez pu, franchement, moi j'ai lu votre histoire, vous effondrer, mais des milliers de fois, et pourtant vous êtes là avec le sourire. Ouais, je suis bien là. Ben oui, en effet, pendant toute mon enfance, j'ai été abusée par les gens du village, et j'ai pas eu de chance. En plus, à 15 ans, j'ai été exclue du système scolaire parce que, soi-disant, j'étais pas apte à suivre des études parce que j'avais de graves problèmes psychomoteurs, alors que moi, je rêvais de faire des études. Je voulais devenir institutrice. De 15 ans à 18 ans, je suis devenue ce qu'on appelle une jeune errante. Et puis, à 18 ans, ma prise en charge était terminée, sachant que j'étais devenue pupille de l'État, puisque ma mère était décédée à mes 10 ans. Voilà. Et après, c'est la rue pendant des années. Après, c'est la rue. J'ai été sans domicile fixe pendant des années. J'ai fait comme beaucoup. Hein, c'est quand on vous retrouvez à la rue, on vous donne pas un guide en disant t'appelleras le 115, t'iras voir le Secours populaire, enfin toutes les associations qui existent. Hein. Voilà, vous êtes livré à vous-même et vous vous débrouillez. Avec parfois vous faites confiance à des personnes et qui abusent encore de vous. Enfin, tout à fait. J'ai rencontré de très belles personnes. D'ailleurs, souvent, sûrement, des fois, on m'a tendu la main et je n'ai pas su la saisir. Parce que faut dire que avec tout ce que j'avais vécu, j'étais un peu branque quand même à 18 ans. Hein. Donc, et j'ai eu évidemment, j'ai fait aussi des mauvaises rencontres, dont celle du crack. Voilà, oui. Quel souvenir vous gardez avec le recul de ces années-là difficiles ? Alors, aujourd'hui, vous en êtes vraiment sortie, vous êtes reconstruite, vous êtes forte. David, j'ai envie de vous dire, on n'est jamais sorti de rien. Rien n'est jamais acquis dans la vie. Ça, c'est très important, j'y tiens. Et je suis forte. Je ne sais pas si je suis forte, mais je suis forte aussi parce que j'ai été élevée dans une famille de paysans. Et chez les paysans, faut jamais se plaindre. Un sou est un sou. Quand on était malade, t'allais à l'école. Voilà. Et je pense que cette éducation-là, à la dure que j'ai eue, a dû aussi me construire. Je pense, hein, ça c'est... Il y a quand même une force de vie en vous. Alors par contre, j'ai toujours aimé la vie. Et d'ailleurs, quand j'étais enfant, le seul endroit intime que j'avais, c'était les toilettes. Et quand j'étais dans les toilettes, je disais toujours, un jour je me vengerai. Et puis, quand je me suis retrouvé dans la rue, parce que dans la rue, tout le monde pensait que j'allais me retrouver soit en prison, ou soit prostituée à nation, enfin, j'allais mal finir. Et moi, dans ma tête, j'avais quand même ce truc, un jour, je m'en sortirai.
Bon, évidemment, entre le dire et prendre les mauvais chemins, voilà. Non, mais c'est vrai, comme quelque part, que vous rebondissez à chaque fois, quand même. Est-ce qu'avec le recul, vous pourriez dire, vous trouvez et avec l'expérience, vous trouvez cette force de rebond? Être fort, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Moi, quand je me suis retrouvée sous tutelle de juge entre 19 ans et 21 ans, j'ai été obligée de me faire soigner à raison de 3 fois par semaine chez un psychiatre. Et là, j'avais pas le choix. Et j'avoue que les soins, ça m'a beaucoup aidé. Et après, bon, à cause de toutes les addictions, j'ai rencontré aussi des addictologues. J'avoue que sans les soins, même si je reste une femme sûrement très forte, si je suis devant vous aujourd'hui, David, c'est quand même grâce aux soins. Et aux rencontres également. Ah oui, aux rencontres, bien sûr. Est-ce que vous arriveriez à vous dire à quel moment, dans cette période-là, il y a eu ce déclic et ce rebond vraiment fort pour revenir complètement à la vie? Alors, j'ai fait des rencontres abracadabrantes, on va dire. Mais il y en a une que j'oublierai jamais. Et là, c'est là que tout a basculé. C'est quand j'ai rencontré Marie Desplechin, qui cherchait une baby-sitter contre une chambre de bonne, une petite chambre de bonne, hein, voilà, toute petite, pour aller chercher les enfants à l'école et les emmener à l'école. Sauf que ce qu'elle ne savait pas, c'est que je prenais du crack. Et vous imaginez bien, David, je suis pas arrivé en disant « Ah, je te préviens, je prends du crack. Hein. » Et un jour... Marie Desplechin, l'actrice. Marie Desplechin, la romancière. La romancière, oui, tout à fait. Et un jour, elle s'en est aperçue. Et là, ça s'est mal passé. Hein. Et elle m'a regardé droit dans les yeux et je l'ai suppliée. Je lui ai dit « Marie, je te promets, je n'en reprendrai plus. Mais je t'en prie, me mets pas à la rue. » Elle m'a dit « Ok ». Elle m'a encouragée à retourner voir le psychiatre, l'addictologue. Et j'ai mis plus d'1 an, quand même. Elle m'a accompagnée dans ma dépression, parce que je peux vous assurer que j'en ai bavé. Il faut savoir que toutes les infections dentaires se sont réveillées, toutes les infections dans mon corps, parce qu'il faut savoir que la cocaïne, ça anesthésie. J'ai quand même 4 ans de soins de dents intensifs dans la bouche. D'ailleurs, je le dis toujours, c'est tout mon patrimoine. Et vraiment, et Marie... en fait, elle vous a fait confiance. Je sais pas, mais oui, sûrement. Mais quand on en a reparlé plusieurs années plus tard, elle m'a dit, j'ai dit, mais t'as pas eu peur? Elle m'a dit, j'ai toujours senti que t'avais un bon fond. Et Marie aussi, il y a quelque chose qu'elle m'a appris que je ne savais pas à l'époque. Elle m'a dit, mais Elina, tu n'es pas un objet sexuel. Et quand elle m'a parlé de ça, j'ai dit, bah oui, je sais, je suis pas un verre, je suis pas un cendrier, hein. Et je savais même pas ce que ça voulait dire. Et grâce à la psychothérapie, j'ai compris que non, les hommes n'étaient pas, voilà. Et Marie m'a appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est resté, voilà, c'est une grande sœur, c'est comme une mère, c'est, je sais pas comment vous dire. Et elle s'appelle Marie, c'est ça qui est rigolo. Et c'est le regard de l'autre, du coup, qui vous aide aussi, qui vous a aidé aussi à vous rendre compte de qui vous étiez. Oui, bien sûr. Et puis en plus, Marie, où elle était, parce que je faisais beaucoup de ménage, gardais des enfants. Et moi, dans ma tête, on m'avait tellement dit, tu seras con, tu seras folle comme ta mère et tout. Et un jour, Marie, elle m'a encouragée à faire une formation. Et elle a eu raison, parce que j'ai fait une formation et je l'ai réussi. J'ai fait une formation dans le social. Bon, ça s'est très vite arrêté parce que j'ai pas voulu être complice de ce système social qui entretient les gens dans la misère. Donc j'ai démissionné et puis après, j'ai fait autre chose. En tout cas, vous avez une vie qui m'a l'air d'être tout à fait épanouissante aujourd'hui. À quoi ressemble votre quotidien? On a passé 24 heures à vos côtés. Voilà votre quotidien, Elina Dumont, aujourd'hui comédienne. Mon appartement, pour moi, là, c'est comme un nid. Quand je rentre ici, je suis protégée de tous les aléas de la vie. Toute ma vie, mais vraiment, à partir de mes 18 ans, mon rêve, c'était un toit. J'avais qu'un seul projet, hein. Voilà, c'était un toit, un toit. Quand, à mes 44 ans, j'ai eu mon premier toit, tout le monde était heureux pour moi. Et moi, je regardais cet appartement et j'étais triste, mais triste. Et en fait, quand je suis allé voir ma psychiatre, j'étais en pleine dépression, elle me dit « Mais je sais pas, vous avez pas pensé comment vous pourriez le décorer ?»
Mais pour moi, j'avais jamais pensé à ça dans ma tête. Et un jour, j'ai enfin acheté une chaise. Et enfin, un jour, j'ai acheté un lit. Mais tout ça a mis beaucoup de temps. Pour rien au monde, je retournerai à la rue. Et pour rien au monde, j'irai voir quelqu'un pour dire « Je t'en prie, est-ce que tu peux m'héberger juste une nuit ?» Ah non, non, ça plus jamais. Ah, salut Nina, comment Salut, tu vas? Ça Rachid. fait longtemps, Ça va? depuis la dernière fois, là, depuis Le Havre. Ah, ça va? Tu vas bien et toi? Ouais, bah oui, ça fait plaisir de te voir. Oh. Mademoiselle. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Entourage, c'est quoi? C'est créer du lien social. Et le but du comité de la rue, c'est que chaque fois que l'équipe d'entourage a une nouvelle idée, c'est de la présenter au comité de la rue pour dire « Est-ce que vous pensez que ça fonctionnera ?» Et nous, qui savons bien, on dit « Oh là là, mais n'importe quoi !» Et puis des fois, on dit « Ah, ça, c'est une bonne idée !» Alors là, ici, on est à la salle où il se passe le comité de la rue tous les 15 jours. Moi, je suis vice-président du comité de la rue et Rachid est membre du comité de la rue. Alors, on est en train de penser à Noël, le Noël des personnes seules qui vivent dans une très grande solitude. Et le but, c'est de leur apporter un peu de joie, un peu de tendresse, un peu d'amitié, de fraternité. Un peu de chaleur humaine voilà, aussi. Un peu de chaleur humaine, comme on dit à Entourage. Bonjour madame, je suis venue vous apporter des petits produits. Parce que moi, vous savez, j'ai été sans abri aussi. Non, mais vous me croyez pas? Bon, d'accord. Tiens, Tony, c'est pour vous tout ça. Voilà. Bon, vous savez que moi, je travaille à côté et régulièrement, je viendrai vous voir pour voir si vous avez besoin de choses. Bah, c'est normal. Moi aussi, quand j'étais sans abri, j'étais contente que quelqu'un vienne me voir. Je continue à faire des maraudes. J'en fais moins qu'avant, mais dans mon quartier, tout le monde me connaît, quoi. Voilà. Et ça, c'est l'application. Et là, tous les jours, matin, midi et soir, tu peux aller manger, tu peux, si tu as besoin de fringues et tout, je me bats pour qu'il n'y ait plus de sans-abri dehors, papier ou sans papier. T'as compris? Allez, Ouais, ciao Ousmane. Ousmane. Allez, Ciao, bon ciao, courage, ciao. hein. Et quelle énergie, Elina. De quoi on a le plus besoin quand on est dans la rue? C'est la question que je me posais quand je vous voyais avec cette personne de la rue. Ah, ce dont on a le plus besoin, c'est bête, mais je vais dire un toit. Mmh. Mais je pense que on a besoin d'être regardé. Alors je sais que la plupart des personnes, ça fait peur. Mais il n'y a pas à avoir peur d'un sans-abri. Un sans-abri, c'est quelqu'un comme tout le monde, quoi. Parce que lui, voilà, le sans-abri, qu'est-ce qu'il pense quand il nous voit passer comme ça Bah, en fait, déjà, il a toujours peur qu'on lui dise dégage, parce qu'il faut savoir que il y a des quartiers, on dit à des sans-abri dégage, t'as rien à faire ici. Même s'il est gentil, il dit rien. Hein. Mais et puis pour ceux qui n'ont pas de papier, bah, ils ont peur qu'on leur demande leur papier. Enfin, il y a une multitude de raisons d'avoir peur quand on est sans-abri, quand on est une femme, qu'il y a un homme qui vous approche, on se dit oh là là, qu'est-ce qu'il nous veut celui-là? Et puis dans la rue, il y a des voleurs aussi. Hein. C'est pas parce qu'on est à la rue qu'on est un bon samaritain. Hein. Non, parce qu'on se rend pas bien compte du coup de ce qui se passe dans le cœur et dans la tête d'une personne sans-abri. Mais en tout cas, une chose est sûre, quand on est dans la rue, on veut être visible. Ça, c'est important. C'est important. Les gens, ils peuvent pas faire comme si les sans-abri n'existaient pas. Ils existent. C'est des gens qui ont eu une vie, qui ont eu une maison, qui ont eu des enfants, qui ont eu enfin, voilà. En cette période de l'Avent, vous l'avez compris, nous avons choisi de découvrir des visages. Et je sais qu'il y a un visage qui a compté pour vous. On voit d'ailleurs un de ces livres dans votre bibliothèque chez vous, celui de Sœur Emmanuelle. Pourquoi Sœur Emmanuelle? Ah, Sœur Emmanuelle. Alors elle, d'ailleurs, ça a toujours été ma ligne directrice. Et pourtant, moi, la religion, je n'y connais rien. La Bible, le Coran, enfin, je n'y connais rien. On m'a juste dit qu'un jour, Jésus était un mec sympa. À part ça, je connais rien. C'est déjà pas mal. En 1998, je joue un
je joue une pièce de théâtre avec des sans-abri. Et c'était le 17 octobre, le jour de la lutte contre la misère via ATD Quart Monde, et j'ai été interviewé par Bruno Mazur. Et Sœur Emmanuelle passe par là, avec toute son équipe, elle m'écoute, et elle dit « Alors elle sait de quoi elle parle, je la veux !» Et elle revenait d'Égypte. Et donc, ils m'ont appelé pour construire un centre maternel qui s'appelle la Chrysalide à Bobigny, parce qu'elle, quand elle est arrivée en France, elle n'imaginait pas qu'il y avait autant d'enfants à la rue. Et depuis, on est devenues copines. D'ailleurs, elle se rappelait jamais de mon prénom, elle m'appelait Jolie Fleur. C'est pas mal, Jolie Fleur. Et c'était une femme. Moi, vous savez, je m'étais imaginé une bonne sœur, c'est une bonne sœur, faut pas faire de conneries. Mais c'était une femme formidable. Vous pouviez être prostituée, vous pouviez être droguée, vous pouviez... Elle avait un cœur comme ça. Et puis après, j'ai lu tous ses livres. Et je me suis dit, ah, mais elle est incroyable, cette femme. Il faut que je vous raconte une petite anecdote. Donc, il y avait des architectes et tout. On réfléchissait comment on allait construire le foyer pour femmes avec enfants. Et à un moment donné, il y a un travailleur social qui dit, oui, mais maintenant, il va falloir penser à quel public on accueille. Et alors voilà, vous imaginez les grands pensants dire, ah non, pas de prostituée. Ah non. Ah non, pas de toxicomane. Ah non, pas de toxicomane. Ah non, pas d'alcoolique. Ah non, pas de... Enfin, ça... Et à un moment donné, moi, j'ai levé le doigt, parce que moi, j'étais là justement pour les aider en tant que femme qui avait vécu dans la rue. Et j'ai dit, mais attendez, vous croyez que quand on se présente à un travailleur social, on dit bonjour, je suis prostituée, bonjour, je prends du crack. Et sœur Emmanuelle, elle a tapé du poing sur la table et elle a dit, elle a raison, Jolie Fleur, faut savoir ce que vous voulez faire. Un foyer d'urgence ou un hôtel 5 étoiles. Et à partir de là, cette femme, j'ai dit, ça sera ma ligne directrice toute ma vie. C'est pas mal, ça. Non, mais ça, c'est vrai. Vous avez un caractère un peu commun, j'ai l'impression. Vous êtes toutes les deux cette fort femme, caractère. Vraiment, c'est une femme extraordinaire. Alors, Alina, je vous propose maintenant d'aller à la rencontre de quelqu'un aussi d'extraordinaire dans son quotidien qui va vous intéresser. Il s'appelle François, il est bénévole pour l'association Lazare, association originale qui propose, vous le savez, à de jeunes actifs et à des sans-abri de vivre en colocation. Regardez le témoignage de François. C'est à qui là? Albert. D'abord je prends. Et après je fais ça. Je m'appelle François Dubois, j'ai 27 ans, j'étudie un master pour travailler dans des associations, des ONG. T'avais vraiment pas de valet? Je suis à la Maison Lazare depuis 1 an. La Maison Lazare, c'est mettre en place des colocations solidaires entre des personnes qui ont connu la galère et des jeunes pros. Tu fais quoi? Tu joues avec les yeux là? On n'a pas de mission en tant que telle. Le but ultime, c'est de vivre une amitié pour que chacun évolue, voire se reconstruise, que chacun grandisse. On pourrait faire une vinaigrette. J'ai vécu, c'est vrai, pendant 1 mois à Dublin, dans la rue. J'ai dormi sur des cartons. Et puis après, j'ai été accueilli par des gens de la rue, vraiment, qui m'ont dit « Viens, tu seras bien avec nous ». Et là, j'ai mangé avec eux. On est pas mal. J'ai vraiment vu cette solidarité. Et c'est vrai que quand je suis revenu en France, et puis après mes différents projets, je me suis dit, il faut vraiment que je redonne pour des personnes qui ont aussi connu la rue ou la grande galère. Et en fait, quand j'ai vu Lazare, je me suis dit, mais c'est exactement ça. Que ma bouche chante ta louange. Sans la foi, je pense que j'aurais plus de mal à vivre cette expérience, parce que cette foi que j'ai me permet d'être plus patient, d'être plus humble, d'être plus doux. Les personnes que je rencontre sont hyper belles, et moi je pense que c'est cette façon de faire qui me permet d'aller vers l'autre. Et le pape François dit que c'est en allant vers les autres qu'on va se reconstruire, qu'on va se connaître. Et pour moi, ça, Lazare, c'est ça. C'est servir pour mieux se connaître. Et voilà pour le témoignage de François de l'association Lazare. Une réaction, Elina? Ouais, alors évidemment, je connais bien l'association Lazare. Lazare. Je connais bien l'association Lazare. Bien entendu
que c'est une excellente idée. Moi-même, dans mon rapport que j'ai sorti en 2020 contre le sans-abrisme, c'est pour ça que je dis, il faut, dès que la personne va se retrouver à la rue, il faut tout de suite la prendre et la mettre dans ce centre de structure. Parce que si vous attendez 5 ans, 10 ans, ben vous avez le temps de devenir complètement psychiatrique, vous avez le temps d'être tombé dans le crack, d'être tombé dans l'alcoolisme. Ça va très vite. Et en fait, une fois que vous êtes trop malade, c'est un peu plus compliqué d'être en colocation. Par exemple, les enfants de l'ASE qui, à 18 ans, se retrouvent à la rue parce que la prise en charge est terminée. Mais ça, c'est une excellente idée. Parce qu'à 18 ans, on n'est pas encore abîmé. Votre expérience de rue, vous la rencontrez dans un spectacle que vous avez mis longtemps à écrire, mais que vous jouez maintenant depuis une dizaine d'années. Tout à fait. Voilà ce spectacle. J'aimerais qu'on voit un rapide extrait, puis on en parle juste après. Regardez. Depuis que t'as un toit, t'as gagné beaucoup de choses, mais t'as perdu quelque chose de grand en toi. Et faut pas croire, de passer de la survie à la vie, on s'y fait pas comme ça. Hein. Voilà, Des quais à la Seine, c'est le nom de ce très beau spectacle qui va se rejouer à partir du mois de janvier au Funambule Montmartre à Paris. Tout à fait. C'est important ce que vous dites là, c'est-à-dire que quand on sort de la rue, on perd aussi quelque chose. Voilà, en fait, quand Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Quand on a vécu trop longtemps sur domicile fixe, on perd peut-être tout ce qu'on a appris dans une vie normale. C'est-à-dire que, par exemple, souvent les sans-abri ne dorment pas la nuit, ils dorment le jour. Parce que déjà, la nuit, ça fait peur. Souvent, on a un repas par jour. En fait, on développe une logique qui n'est pas la même que celle des inclus. Et on est obligé de développer cette logique. Parce que sinon, on s'en sort pas. Moi, par exemple, une anecdote que je raconte avec beaucoup d'humour dans mon spectacle, j'avais tellement eu dans la rue l'habitude d'uriner là où je pouvais. Et quand j'ai eu mon premier logement à 44 ans, j'avais pourtant une salle de bain. C'était bête. Mais je prenais la bassine. Non mais c'est ouf quand même. Hein. Et quand j'avais ma clé, je voulais ouvrir ma porte pour dire « Enfin, t'es chez toi ». Non, je la retirais, puis je retournais voir mes potes. J'ai une dernière question avant de recevoir Gladys qui va nous parler un peu de culture, de l'agenda culturel. Rapidement, comme ça, en quelques mots, si vous pouviez définir un moteur intérieur, quelque chose qui vous fait profondément avancer dans la vie et dans cette expérience aussi douloureuse de la rue, qu'est-ce que ça serait ? Eh bien, c'est donner du sens à ce que l'on fait au quotidien. Et ça, je crois que c'est le plus important. Et malheureusement, on est dans une société où les gens ne donnent plus sens à ce qu'ils font. Ils vivent à 100 à l'heure, sans réfléchir. Moi, par exemple, tous les soirs, avant de me coucher, je me dis, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que t'as fait ou qu'est-ce que t'aurais pu faire ? Et ça, je pense que tant que les gens ne retrouveront plus le sens intérieur, comment dire, c'est important. Voilà, je pense que le plus important, c'est de donner du sens à sa vie. Et ça, on peut tous essayer, en tout cas, de donner du sens à sa vie. Merci Elena, restez avec nous. L'émission se poursuit avec Gladys Mareva qui va nous parler de l'agenda culturel. Bonjour Gladys. Bonjour. Ravi de vous revoir ce dimanche. Alors pour commencer, vous nous présentez ce matin le livre sur de jeunes parents qui ont eu envie de prendre le large. Oui, quitter la Suisse, le confort matériel, la société capitaliste et ses injonctions, c'est le plan de Christelle et Greg, deux trentenaires, donc suisses, qui ont des enfants en bas âge et qui vivent dans un minibus à sillonner le monde, voilà. Alors, tout est vraiment très idyllique, hein. Ils ont une vie nomade et une vie de peu, hein, puisqu'ils vont financer l'essence ou financer de quoi nourrir leurs enfants en faisant des petits boulots par-ci, par-là. Alors, au Mexique, où se déroule l'intrigue, Christelle et Greg ne sont pas les seuls à avoir choisi cette vie, puisqu'il y a d'autres parents européens comme eux, qui vont s'occuper des enfants entre 2 sessions de surf. Donc tout ça semble quand même assez merveilleux. Mais, et c'est là tout le talent de la romancière Anne Brécard,
on va comprendre qu'il y a une menace qui pèse. Alors ça, elle va l'instiller par le climat. Par exemple, le soleil tape un peu trop fort, ou alors par les discussions du couple. On se rend compte qu'en fait, dans leurs rêves, ils sont un peu perdus, ils savent pas très bien ce qu'ils font. Et puis aussi par les locaux, donc mexicains, avec lesquels finalement ces Européens ne se mélangent pas trop et qui vont finalement faire dérailler peut-être leur routine, ce qui est devenu leur routine. Alors la suite, c'est à lire dans La patience du serpent d'Anne Brécard aux éditions Zoé. Un titre énigmatique, La patience du serpent. On poursuit avec du théâtre, Gladys. Une très belle pièce de Didier Ruiz que j'ai vue qui s'intéresse au pouvoir éclairant de la foi. Et qui a pour titre une question, que faut-il dire aux hommes? Alors, pour y répondre sur scène, vous avez 7 personnages, 5 hommes, 2 femmes. Alors, il y a des chrétiens, un bouddhiste, un musulman, un juif. Et chacun, à leur tour, va raconter leur expérience de la foi, la place qu'elle a dans leur vie. Ils vont aussi parler de quelque chose comme une transcendance aussi. C'est vraiment très intime et je vous propose d'en écouter quelques-uns. Et à ce moment-là, je me vois sortir de mon corps. C'est quelque chose qui ne m'était jamais arrivé. Je me vois, moi, Olivier, allongé sur mon lit depuis le plafond de la chambre. Mais un soir, comme d'habitude, je lisais, et tout d'un coup, j'ai senti mon cœur s'embraser. Ce que j'ai ressenti au plus profond de moi, c'était comme si j'avais prié pour la première fois. Alors voilà, sur scène, on est vraiment dans l'expérience intime, le partage aussi de ce que ces personnages ont vécu. Et puis il y a une mise en lumière qui, je trouve, rend les personnages extrêmement dignes. Alors cette pièce, Que faut-il dire aux hommes, est donc en tournée dans toute la France jusqu'en avril 2022. Et toutes les dates sont à trouver sur le site de la compagnie théâtrale qui s'appelle lacompagniedeshommes.fr. Elina, ça vous donne envie? Moi, ça me donne très envie parce que je trouve... c'est super magique et extraordinaire de pouvoir réunir toutes les religions sur un même plateau. Parce que au bout du compte, la religion, quelle que soit la religion, c'est au nom de la paix, au nom de penser à l'autre, de son prochain. C'est pas de se cogner dessus. Et non, moi, franchement, j'irai la voir, cette pièce. Gladys, on prend la direction de Paris maintenant à la découverte d'une église qui se trouve pas très loin de celle où nous célébrerons la messe dans quelques minutes. Oui, l'église Saint-Médard, dans le 5e arrondissement, construite au XVIe siècle. C'est une église paroissiale depuis ses débuts qui a été remaniée donc au fil des siècles. À l'intérieur, on remarque que la nef est moins éclairée que le chœur. Une façon pour les architectes gothiques de souligner que l'église est le lieu lumineux où est célébré le Seigneur. Dans le chœur, les piliers ne sont pas du tout gothiques, mais classiques. Ils ont été retaillés au XVIIe siècle, ce qui crée un curieux mélange. Autour de la nef, les chapelles sont toutes de tailles différentes car elles étaient financées par les donateurs qui ont construit en fonction de leurs moyens. Enfin, 2 détails de ce décor attirent l'attention. Le magnifique buffet d'orgue en bois, une spécificité française et particulièrement parisienne, Paris étant un grand lieu de musique d'orgue qui attirait les meilleurs artisans. Et puis, la chapelle de la Vierge de style néoclassique en pierre, très simple, très pure, qui, quand la lumière passe derrière la tête de la Vierge, produit un effet théâtral saisissant. Merci Gladys, à dimanche prochain.